En 70, au cœur de la crise d'octobre, il a joué un rôle de premier plan en prenant des décisions qui ont marqué l'histoire. Bonjour, M. Choquette. Monsieur Choquette, vous n'étiez pas au bout de vos peines parce qu'il y avait une agitation aussi des syndicats au début des années 70. Oui. Et on se souvient des négociations du secteur public qui était assez une période, on ne dirait peut-être pas de crise, mais d'affrontement entre le gouvernement et les centrales syndicales. Et ça a amené, en 72, l'emprisonnement des chefs syndicaux alors que vous étiez ministre de la Justice, M. Pépin, Laberge et Charbonneau. Oui, effectivement. Comme vous l'avez dit d'une certaine façon, mon terme a été une série de crises engendrées les unes par les autres ou avec les autres, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'en 72, quand il y a eu la grève dans le secteur public impliquant le secteur hospitalier, et puis que les trois chefs syndicaux qui faisaient à ce moment-là un front commun. Un front commun, ont recommandé aux travailleurs hospitaliers de ne pas retourner travailler dans des hôpitaux pour malades mentaux et des hôpitaux pour malades chroniques. Alors là, c'était une violation d'une injonction qui avait été accordée par le juge de la Cour supérieure de Québec ici. Et puis, les trois chefs syndicaux ont en quelque sorte réitéré, confirmé leurs instructions à leurs subordonnés ou leurs membres de ne pas aller travailler, de ne pas secourir les malades. On ne pouvait pas accepter ça. Alors là, c'est vrai que ça s'insérait dans le contexte de la négociation, le gouvernement et les syndicats. Mais quoi qu'il en soit, mon rôle comme ministre de la Justice, c'était de maintenir la loi et de maintenir l'autorité des tribunaux. Parce que si quelqu'un ne le fait pas, c'est le vide, c'est le chaos, c'est la loi de la jungle qui prévaut. Je ne pouvais pas laisser passer ça. C'est comme ça que j'ai mis en marche, grâce à mes conseillers juridiques qui travaillaient avec moi, mon sous-ministre, en somme, une ordonnance d'outrage au tribunal en sanctionnant Pépin, Laberge et Charbonneau. Et je vous ferai remarquer que moi-même, j'avais été avocat de la CSN dans le passé et que Marcel Pépin était un homme que je connaissais très, très bien. Alors, bien, quand on est ministre de la Justice, on ne peut pas se laisser influencer par des connaissances. On traite tout le monde également, puis c'est tout. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que là, ils ont essayé de faire chanter le gouvernement. Si vous nous mettez en prison, on ne pourra plus négocier. Un petit chantage de rien, un peu enfantin, qui ne pouvait pas nous influencer beaucoup, qui n'a pas influencé M. Bourassa. Et puis, finalement, ben, ils sont allés faire un petit tour à Orsainville pour 6 mois. Dont, je pense, les 3 premiers mois, sans pouvoir sortir, mais plus tard, au cours du terme, ils ont pu avoir des libérations en fin de semaine. Et même M. Laberge, la première fois qu'il est venu à l'Assemblée nationale, j'étais assis à mon siège, je regarde au-dessus dans les galeries, je vois mon Laberge qui est assis là. C'était la première fois que je le voyais après qu'il était sorti. Il se lève, il me fait des signes comme ça. Il me fait ça, en voulant dire, regarde comme j'ai maigri. Regarde comme je me porte bien. Je suis persuadé d'avoir ajouté 10 ans à la vie de M. Louis Laberge, en le coffrant pendant 6 mois. Ça, c'était pas on n'opprimait pas tout le mouvement syndical, puis c'est comme ça que les Québécois l'ont pris. Ils ont dit, tout le monde est égal devant la loi. Tout le monde, qu'on s'appelle un tel, qu'on soit chef de ci, chef de ça, on va passer par là si on commet des actions répréhensibles. Et c'est pour ça que
finalement, l'opinion publique nous a supportés à 80 sur ces événements-là. Mais vous n'avez pas eu que des conflits, il y a eu des réformes que vous avez entreprises au ministère de la Justice. Il y en a eu quelques-unes. Commençons par la loi d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Comment c'est venu, ça? Ben, Ça répondait à quel besoin? Bien, c'est venu à la suite de l'assassinat de M. Laporte. C'est l'assassinat de M. Laporte qui a entraîné comme conséquence immédiate l'adoption de cette loi-là, parce qu'on voulait montrer qu'on était pour indemniser pas juste la famille de M. Laporte, mais ça a été provoqué par la mort de Laporte. Mais on pensait que ça s'imposait que d'apporter cette loi, qui existait dans d'autres endroits. C'est la première mesure que j'ai présentée, et aussitôt après la crise d'octobre. Ben, c'est ça. La loi des petites créances? Ah ben là, c'est parce que moi, j'avais vu comment ça se passait devant les tribunaux, puis je voyais que les gens qui avaient des tout petites causes ou des causes qui ne pouvaient pas avoir de valeur vraiment appréciable sur le plan économique pour contribuer à faire vivre un avocat, et puis que des défendeurs qui devaient de l'argent s'en tiraient, il fallait trouver un moyen de pouvoir donner justice à tous les gens pour qu'ils puissent aller à un tribunal donné, faire leur réclamation, soit pour toutes sortes de choses, des dommages physiques, des dommages contractuels, des dommages délictuels. Alors, c'est comme ça que j'avais conçu ça, puis j'avais lu qu'aux États-Unis, il y avait de tels tribunaux. Puis là, on s'est concerté quelle serait la meilleure formule, puis finalement, on l'a donné à la Cour du Québec. On a été obligé d'exclure les avocats pour pas que les frais soient trop élevés, puis pour pas tuer, en quelque sorte, dans l'œuf la réforme que ça représentait. Là, les gens se représentent eux-mêmes devant le tribunal. Et puis les avocats n'ont pas d'affaires là, parce que ça ne sert à rien d'alourdir le système pour des petites causes, mais quand même, on donne un moyen aux gens d'obtenir justice sans trop de complications. C'est ça. Mais la réforme la plus importante que j'ai apportée à ce moment-là, puisque vous m'avez mis sur le chemin de mes travaux réformistes, c'est l'aide juridique. Mais l'aide juridique, parce que moi, j'avais été devant les tribunaux criminels et civils. Puis je me souviens, une fois j'étais en cour criminelle, c'était pas une de mes causes, mais j'ai vu ce qui s'était passé. Écoutez, ça vous donne un peu, comment je pourrais dire, comment on a pu penser à une certaine époque. Un juge dit à un accusé, « Tu veux apprendre un métier? 20 ans. » Ça vous glace, entendre des choses comme ça. Parce que... Puis, regardez sur le fronton du palais de justice, maintenant la cour d'appel. Il y a une inscription. J'avais demandé à mon père, quand j'avais à peu près l'âge de 10-12 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ça veut dire ceci. Celui qui viole la loi, c'est en vain qu'il l'appelle à son secours. Sur l'aide juridique, oui. Est-ce que ça n'a pas conduit à, pallier, plus que conduit, ça pallier au coût toujours croissant des frais pour obtenir justice? Ben non. Écoutez, le budget de l'aide juridique, il est quand même dans les limites de la normale. Rappelez-vous que c'est pour des causes, soit de divorce, soit des causes criminelles, soit des causes civiles où les gens sont presque dénués de tout moyen. Le critère de l'admissibilité à l'aide juridique, il est très bas. Je veux dire, dans le sens que il faut être vraiment un économiquement faible pour pouvoir avoir accès à ces frais-là, à ce service-là. Et la Charte des droits et libertés du Québec, oui. qui est venue avant la Charte canadienne, oui. Le contexte pour adopter ça, justement, dans les années 70? Et voici, c'est que j'avais un ami qui avait une relation de parenté avec M. René Cassin, qui était
un ancien président du Conseil constitutionnel français. Mon ami de Montréal m'avait communiqué avec moi, il m'avait demandé qu'est-ce qui arrive, est-ce que le Québec a adopté sa charte? J'ai dit, je ne sais pas où elle est, la charte. Moi, je vais la chercher partout. Alors là, je téléphone, j'ai réussi à trouver auprès du ministre du Travail, mon collègue Jean Cournoyer, que c'est lui qui avait la charte dans le 4e tiroir de son bureau quelque part. Ça nous avait été envoyé par les Nations unies pour que le Québec adopte une charte. Bon, ça m'a... il n'y avait rien de répréhensible qui s'était passé. C'était juste la négligence, le fait qu'on ne s'occupe pas d'une affaire aussi importante ou à venir que la charte. C'était ça la cause de notre retard. Alors là, j'avais chargé 2 professeurs, le professeur Paul Armand Crépeau de l'Université McGill, avec mon ancien professeur Frank Scott, le grand constitutionnaliste, de faire un projet de charte pour le Québec à partir du texte des Nations unies. Et là, ils ont apporté un projet de charte parce que je voulais que le Québec ait non seulement un instrument juridique, mais aussi un instrument éducatif. Que ça serve, que l'expression des principes qui se trouvent dans ce texte-là soit en même temps quelque chose qui contribue positivement au développement de l'esprit démocratique au Québec. C'était ça mon but. Autant peut-être la loi que l'éducation. Et donc, ils m'ont apporté ce projet-là. Là, on a passé le projet par 24 revisions. Et la dernière revision, c'est par M. Daniel Jacobi, qui est devenu plus tard ombudsman, qui était conseiller juridique au ministère de la Justice. Alors, M. Jacobi m'apporte son produit final. Je raconte des petites choses personnelles, remarquez bien, là. Je ne suis pas trop sévère dans la manière de m'exprimer. J'ai dit, M. Jacobi, je trouve que votre charte est excellente. Sauf que c'est les principes, l'entrée en matière, le préambule, que je n'aime pas beaucoup. Il me dit, bien, M. le ministre, écrivez-les vous-même. Il me donne une phrase un peu désinvolte. Je le prends au pied de la lettre. J'ai dit oui. J'ai dit, je vais aller l'écrire moi-même. Je m'en vais à mon bureau. Là, je me penche sur tous les préambules qui avaient été rédigés par les autres qui avaient rédigé tous les modèles avant qu'on avait révisé. Puis là, je fais le modèle final. C'est moi qui l'écris. J'ai toujours été fier de ma contribution à la rédaction de cette loi-là. Parce que dans les principes, on exprime des principes valables et vrais. Et puis, ça m'a donné beaucoup de satisfaction. Remarquez, notre charte, elle est, d'après moi, elle dépasse, elle exprime les principes universels du droit judiciaire, dans le sens le droit d'être informé de son accusateur, de son accusation, le droit de se défendre, le droit à la défense pleine et entière. Elle exprime, en somme, ce qu'on espère. Puis plus les libertés universelles sont exprimées, la liberté de penser, la liberté de religion, la liberté de parole. Et on a fait, d'après moi, une très, très belle charte dont j'étais très fier, et même à tel point que même les gouvernements postérieurs m'ont reconnu ma paternité pour la charte. M. Choquette, durant votre règne, vous avez aussi institué la commission d'enquête sur le crime organisé. Ouais. La viande avariée à l'époque, etc. Ouais. C'était quoi le besoin? Puis, est-ce que ça a été quelque chose qui a bien servi le gouvernement libéral à l'époque? Bien servi. On ne l'a pas fait pour servir notre gouvernement, on l'a fait pour arrêter l'emprise du crime organisé. Vous savez, il y avait des États américains qui avaient eu recours à cette formule-là de l'enquête de mettre les phares sur l'activité du crime organisé pour les neutraliser. Et j'avais trouvé que c'était peut-être une assez bonne formule qui méritait d'être essayée. Et c'est comme ça qu'on a créé l'enquête sur le crime organisé, qui a, d'une certaine façon, peut-être modéré, dans certains domaines, son activité. Moi, je trouve que ce qu'on a fait dans le temps, c'était une tentative pour arrêter la mainmise du crime organisé sur tous ces genres de commerces illégaux-là. Je ne dis pas que c'est la meilleure formule, parce que la meilleure formule,
c'est de les traduire devant les tribunaux sous des accusations précises et les faire condamner s'il y a lieu. Donc, moi, je suis assez content parce qu'à l'époque, c'était une marque de courage, c'était une marque qui indiquait que le gouvernement ne céderait pas devant le crime organisé. M. Choquette, en 1973, les libéraux remportent une éclatante victoire électorale. Et à ce moment-là, le gouvernement s'engage dans un mandat difficile. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Je ne pourrais pas franchement vous le dire, sauf peut-être que le nombre a joué un rôle. On a gagné trop fort. On a eu trop de députés. L'opposition était réduite à 5 ou 6 députés PQ. Il n'y avait plus d'Union nationale, il n'y avait plus de Crédit social. C'était comme si on avait occupé la Chambre en entier. Et quelles ont été les conséquences de ça? Est-ce que M. Bourassa a eu de la difficulté à diriger un si vaste nombre de députés? C'est possible. Mais moi-même, personnellement, je ne peux pas mettre le doigt sur une chose qui serait déterminante dans le fait que, par la suite, bien, naturellement, ça a été la défaite aux mains de M. Lévesque en 1976. Mais pendant ces années-là, en 1974 en particulier, M. Bourassa a rouvert le dossier linguistique avec la loi 22. Effectivement, oui. Ça a créé beaucoup de frottements à l'intérieur même du parti, du gouvernement, que dans la population. En effet, vous avez tout à fait raison, parce qu'on avait quand même un fort vote anglophone de notre côté, qui était acquis en quelque sorte parce que le parti représentait toujours une certaine sécurité pour les anglophones. Et puis, on avait des électeurs anglophones dans beaucoup de comtés, surtout les comtés de l'ouest de l'île de Montréal, et même ailleurs aussi. Donc, ça a fait problème, ça, beaucoup. Et ça a appelé à nous interroger sur comment on voyait le Québec dans l'avenir. Et c'était pas toujours nécessairement clair, l'image qu'on avait d'un futur Québec. Je pense que l'erreur... si je peux revenir un peu sur le passé, ça a été pour nous d'essayer de faire un travail comme si on était le Parti québécois. On aurait dû tout simplement pas aborder l'affaire linguistique ou les écoles, laisser les choses tranquilles. Là, remarquez, j'essaie de me raisonner rétrospectivement, mais je ne veux pas dire que je voyais les choses comme ça dans le temps. Je veux dire simplement qu'à l'examen, on n'était pas le parti indiqué pour faire cette réforme-là. On aurait dû la laisser à des spécialistes de ça, c'est-à-dire le Parti québécois. Mais c'est ce qui est arrivé d'ailleurs par la suite. Et quelque temps après, quand même, M. Bourassa vous mute de la justice à l'éducation. Ouais. Est-ce que vous avez mal pris ça de quitter la justice? Bien, voici, je ne pouvais pas prétendre être éternellement ministre de la Justice. Quand même, je n'avais pas de droit de propriété sur ce ministère-là. Il fallait que j'accepte un certain changement dans l'équipe ministérielle. Mais vous aimiez ça? J'aimais ça à la folie. Je dirais même que c'est les plus belles années de ma vie que j'ai passées là. Parce qu'il y avait de l'action tous les jours. Une crise succédait à une autre. Une crise corrigeait la crise précédente. Il y avait toujours quelque chose, en plus de toute en plus du fait que le ministère de la Justice ayant été administré précédemment par des avocats, pas que je les critique, mais ils voyaient la vie en avocat, tandis que moi, je la voyais en étudiant en affaires sociales. Je la voyais à la fois comme avocat, mais aussi comme quelqu'un qui peut s'imaginer qu'il peut y avoir des changements dans la justice. Tandis que mes prédécesseurs, pour eux, les principes étaient établis. On continuait toujours avec les mêmes institutions. Je ne les critique pas en disant ça. Je dis simplement que c'est pour ça que j'ai pu apporter des cours de petites créances. C'est pour ça que j'ai pu apporter l'aide juridique. C'est pour ça que j'ai pu
avoir l'opportunité d'instituer la charte, de faire voter la Charte des droits, parce que je voyais la possibilité d'innover, tandis que d'autres ne la voyaient pas. Donc, j'ai eu des années merveilleusement riches et remplies au ministère de la Justice. Et à l'éducation, ça n'a pas duré longtemps. À l'éducation, un ministère, je dis, d'une grande importance, mais pour moi, ennuyeux au possible. Que voulez-vous? Se réunir à la manière des professeurs pour prendre des tasses de café sur des choses qui changeront jamais. Le problème de l'éducation, c'est comme un transatlantique, comme quelqu'un l'a déjà dit. C'est un immense bateau où il y a beaucoup de monde impliqué. Et vous ne pouvez rien changer à l'éducation, sauf le faire peut-être à tous les 75 ans où il y a une réforme profonde du système d'éducation. Mais moi, pour moi, c'était l'ennui mortel. Et là, j'ai regretté que M. Bourassa m'ait envoyé là, mais je ne lui en ai pas voulu de ça. De d'autres choses dont je lui ai voulu, mais pas de ça. Parce que je l'avais accepté quand même. Je ne suis pas pour aller mentir puis dire que je suis allé à reculons. Non, je l'ai accepté d'y aller. Et en démissionnant, vous avez démissionné comme député aussi? Bien, c'est-à-dire... Député libéral? C'est-à-dire, je ne me voyais pas m'asseoir derrière, puis, comment je pourrais dire, être un loyal serviteur du parti, puis en même temps être contre son chef. Je ne me voyais pas. J'ai préféré couper tout. Est-ce que l'Union nationale ou enfin les autres ont tenté de vous attirer? Je ne l'ai pas annoncé d'avance. Puis une fois que j'ai eu démissionné, c'est là que Fabien Roy et moi, on a discuté le coup parce que lui-même, il laissait le crédit social. Et puis, je l'avais connu comme député, puis je l'estimais beaucoup. Je l'estime encore beaucoup également. Mais c'est là qu'on a décidé de peut-être faire chemin commun, puis voir comment on était pour nous débrouiller dans le contexte politique de l'époque. Et c'est comme ça que vous avez fondé le Parti national populaire. Exactement, c'est ça. Puis on espérait attirer M. Bellemare et l'Union nationale dans nos filets, mais ça n'a pas pogné. Qu'est-ce qu'il n'y a pas... Moi, j'ai l'impression que c'est Paul Desrochers qui a tué le deal. Je pense que Paul Desrochers était... Lui et Bellemare se parlaient derrière la scène. Vous savez, il y a toujours des choses qui se passent derrière la scène dont on n'est pas au courant exactement. Je ne dis pas des choses malhonnêtes, mais des choses qui se passent, c'est tout. On n'est pas au courant. Mais j'ai l'impression que Paul Desrochers avait dit à Bellemare des choses, pas nécessairement méchantes contre moi, mais en voulant dire, tu sais pas avec qui tu t'embarques, puis ici et ça, puis que finalement, ça a tué tout deal, parce que finalement, si on avait pu faire une espèce de rassemblement un petit peu centre-droit, avec le Crédit social, Fabien, avec l'Union nationale, puis avec moi, le ministre de la Justice, avec son passé, ça aurait peut-être été une formule qui aurait réussi. C'était ça. Est-ce que vous sentez quand même un mouvement populaire là, dans les régions pour vous appuyer? Bon, je n'ai pas senti de mouvement populaire. Je n'avais pas de jauge pour apprécier la popularité de notre... Sauf que, naturellement, j'avais une certaine envergure et réputation. Je comptais un peu sur ça, naturellement. Puis je voyais aussi que les gens... Beaucoup de libéraux étaient pas trop heureux de M. Bourassa à ce moment-là, parce qu'il ne donnait pas l'impression... Mais il y avait des belles qualités. J'enlève rien à son intelligence, sa diplomatie, sa capacité de fléchir avec le vent, mais il n'y avait pas beaucoup la force. Même, notre entrevue me permet de rappeler des choses, des souvenirs. Naturellement, j'ai été ministre de la Justice pendant 4 ou 5 ans, sans problème avec M. Bourassa. Et même, il m'avait dit, confidentiellement, il m'avait dit, toi puis moi, on fait une équipe formidable ensemble. Il dit, parce que tu es comme un tank. Tu passes, puis après ça, j'arrive, puis j'aplanis les choses. Alors, ça, il m'avait dit ça à notre belle période. C'était gentil quand même de me dire ça. Avec le Parti national populaire, le PNP, comme
vous vous êtes quand même lancé en campagne électorale aux élections de 67. Oui. Vous n'avez pas grand moyen. Comment vous avez réussi à financer ça, trouver des candidats, monter une organisation? Je ne sais pas. J'aime mieux pas répondre à cette question-là. C'est pas qu'on a fait des fausses déclarations, mais on n'avait pas d'argent. Des candidats sont venus, sont arrivés, se sont présentés, étaient des bénévoles, des volontaires. Ça prouve qu'on avait une certaine attirance quand même, oui. Mais c'était une partie perdue d'avance. Et le résultat a suivi, évidemment, ça n'a pas fonctionné. Ben non, ben après ça, il a fallu tirer les conclusions. Puis naturellement, Fabien, il fallait bien qu'il soit libéré un peu de ce poids-là. Puis d'ailleurs, il s'est présenté au fédéral. Il est devenu le chef du Parti du Crédit social fédéral. Mm-hmm. Où il a bien réussi. Vous, est-ce que vous êtes sorti amer de cette expérience-là? Ben non, je ne suis pas sorti amer du tout. Sauf que je suis sorti malheureux de la mauvaise expérience. Et à ce moment-là, là, le parti, évidemment, s'est dissous peu de Bon, temps on l'a après. dissous, on l'a liquidé. Oui. Et est-ce que pour vous, c'était fini, la politique? C'était pas fini parce que j'aurais voulu aller au fédéral. J'avais oui? l'ambition de vouloir aller éventuellement au fédéral, mais j'ai jamais eu la chance parce que Vous faites des approches? j'ai pas fait d'approche trop. J'ai fait des approches sans que ce soit vraiment des approches. Mais je vais vous dire quelque chose. Le Parti libéral fédéral, à ce moment-là, était tout monopolisé par Chrétien, par Ouellette, par ces gars-là. Ils ne voulaient pas laisser rentrer un autre joueur dans l'affaire. C'était simple. C'était clair. C'est comme... j'ai tiré la conclusion. Et là, vous êtes revenu quand même en politique municipale comme maire d'Outremont. Exactement, oui. En 83. Ben, j'étais content de voir que mes électeurs d'autrefois, qui m'avaient élu comme député libéral, que quand même, ils ne m'en gardaient pas de grief et puis ils étaient quand même capables d'accepter que je devienne le maire de la ville. Vous avez aimé ça? Oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé être maire. Oui, oui. Parce que c'est comme être un premier ministre, je peux dire. Tu sais. C'est pas que tu mènes tout. Il faut prendre la vie de tout le monde, mais vous faites la synthèse, vous donnez l'impulsion dans telle direction. Le seul moment où ça va mal, c'est quand les opinions se partagent et il y a des conflits de personnalité. À ce moment-là, c'est la division, la zizanie. Et quelle réalisation dont vous êtes le plus fier? J'imagine que c'était à l'époque où vous étiez ministre de la Justice. Ah bon, oui, c'est sûr et certain que là, j'ai eu plus de dimensions, de paysages, d'horizons sur lesquels travailler. Et je suis particulièrement fier de l'aide juridique, je suis particulièrement fier de la Charte des droits et libertés, je suis particulièrement fier de la loi par laquelle on avait institué le premier comité pour la défense des enfants victimes de mauvais traitements. Parce qu'on avait fait ça en conjonction avec le ministère des Affaires sociales. Et c'est la loi que j'ai présentée, puis c'est la création de ce premier comité qui a, en somme, protégé les enfants qui pouvaient être en but à des mauvais traitements par leurs parents ou leurs gardiens naturels ou les personnes qui en avaient la charge. Alors ça pour moi, ça, c'est ce que j'ai fait de bien. Et qu'est-ce que vous souhaitez que les historiens retiennent de votre carrière politique? J'aimerais bien qu'ils posent un jugement nuancé et qu'ils tiennent compte qu'à la fois, j'avais un rôle de défenseur de l'ordre public, puis en même temps, d'innovateur au point de vue législation sociale. C'est ce que je trouverais Le plus juste. le meilleur résumé de ce que j'ai pu être. Avec peut-être quelques bavures en chemin, oui. Merci beaucoup, M. Choquette. Ça m'a fait grand plaisir. Merci. Au revoir.